Bon, j'espère qu'on m'entend bien, vous me dites ainsi. Alors, donc, cette étude de l'hôtel de Cluny, donc, on l'a réalisée l'année dernière, donc à peu près à cette période-là de l'année. Ceux qui étaient là l'année dernière s'en souviennent peut-être. J'avais présenté à la fin de ma communication de l'année dernière quelques images du chantier qui étaient... alors, je ne sais plus si on était en train de le terminer ou si on l'avait déjà terminé, mais c'était encore tout frais. Et donc maintenant, je vais essayer de vous présenter les hypothèses qui ont permis de mettre en évidence cette intervention. Alors, l'hôtel de Cluny, donc les Autunois en ont sans doute déjà entendu parler. C'est un bâtiment qui se situe en plein cœur du quartier Marchaux. Hein, donc il vous est localisé sur le plan d'Autun à droite par la petite étoile rouge. Donc, c'est un bâtiment qui est bien perceptible en fait dans le paysage du quartier Marchaux grâce à son imposante tour d'escalier que vous voyez ici à droite de la photo, donc qu'on appelle la tour Marchaux. Mais en fait, l'hôtel de Cluny, c'est un ensemble plus vaste qui se compose donc de cette tour, mais également du bâtiment quadrangulaire que vous voyez avec le toit bâché, qui est ce qu'on appelle le logis de Cluny, donc qui était le logis d'habitation. Donc vous avez ici une axonométrie réalisée par les élèves de l'école de Chaillot entre 2015 et 2016. Donc vous voyez qu'on a donc l'imposante tour Marchaux à droite, et puis il y a un bâtiment qui se compose de 2 étages. Donc on a ce rez-de-chaussée, un premier étage, et puis un niveau de comble sous la charpente. Alors, notre intervention, on est intervenu avec les collègues du service archéologique en amont de travaux de restauration sur le logis de Cluny. La tour Marchaux n'était pas impactée par ces travaux, on s'est vraiment concentré sur le logis. Et ce qui était intéressant dans cette intervention, c'est que le service régional de l'archéologie, donc le service de la préfecture qui nous prescrit les études archéologiques, nous avait demandé de réaliser à la fois une étude archéologique du bâti, donc c'est-à-dire analyser les maçonneries de l'édifice pour essayer de percevoir les différentes phases de construction du bâtiment. C'est ce que vous voyez à gauche. Hein, on va réaliser en fait des sondages à travers les enduits récents pour essayer d'observer les maçonneries les plus anciennes du bâtiment. Et puis, donc à cette étude archéologique du bâti s'ajoutait la réalisation de sondages sédimentaires, en fait en prévision des futurs réseaux qui vont être installés autour de l'édifice et à l'intérieur de l'édifice. Et donc on a réalisé 3 tranchées, donc 2 autour de l'édifice, dont je vous reparlerai, et puis une à l'intérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée. Et donc ce qui était intéressant, c'est que ça nous a permis d'associer à la fois donc, une observation du bâtiment encore conservé en élévation, et on a pu observer également ses fondations, ce qui n'est pas souvent le cas lors d'études archéologiques du bâti. Et on a pu, je vais vous le présenter juste après, aussi voir des traces de l'occupation antérieure à la construction de cet édifice. Alors, en plus de cette étude sur le terrain, c'est ajouté un récollement des documents d'archives qui concernaient l'édifice. Et j'en profite pour remercier M. André Strasberg de la Société d'Uenne, donc, qui nous a donné accès à plusieurs documents très intéressants sur l'hôtel de Cluny, et donc qui ont été très utiles pour cette étude. Alors je vais commencer par essayer de vous replacer cet édifice dans son contexte historique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un édifice qui est situé en plein cœur du quartier Marchaux. Donc vous voyez à droite ici un plan synthétique du quartier Marchaux, donc, qui localise certains des édifices connus à l'époque médiévale, dont certains ont disparu, comme le bâtiment que vous voyez numéroté en 2, qui étaient les grandes halles de Marchaux, qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et puis vous avez un plan synthétique des fortifications de Marchaux, puisque ce quartier, à l'époque médiévale, dispose de sa propre enceinte. Je vous rappelle qu'à l'époque médiévale, Autun est divisé en 2 pôles principaux. On a les hauts quartiers, donc le quartier de la cathédrale qui est entouré par sa propre enceinte, et ce quartier de Marchaux dans la plaine qui lui aussi dispose de ses propres fortifications. Ce quartier, en fait, on trouve des mentions de son existence dès le XIIIe siècle, mais il pourrait être plus ancien. Mes collègues Yannick Labonne et Michel Caspric ont pu montrer notamment qu'il semblait que ce quartier Marchaux pourrait être une persistance en fait, de l'occupation du forum antique jusqu'à l'époque médiévale. Et donc ce quartier, à l'époque médiévale, il est sous le contrôle du duc de Bourgogne, et il semble plutôt avoir une vocation marchande.
Alors cet hôtel de Cluny, hein, vous vous en doutez, c'est l'hôtel de la famille de Cluny. Donc, alors ça ne s'écrit pas comme l'abbaye de Cluny, en fait il y a un G avant le N. Et donc c'est une famille qui est très très importante à Autun à la fin du Moyen-Âge. Les Authunois ont sans doute déjà entendu parler de cette famille, notamment parce qu'elle dispose de sa propre chapelle dans la cathédrale, hein, vous l'avez sans doute déjà vu. Et donc cette famille, on connaît les premières mentions de son existence à Autun dès le XIIIe siècle, dès 1239. On sait également au XIVe siècle, en 1363, que 2 membres de cette famille, Hugues et Guillaume de Cluny, sont anoblis. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, en fait, on retrouve des membres de la famille de Cluny à plusieurs postes très importants de l'administration authunoise. Par exemple, on sait qu'au XIVe siècle, Hugues II de Cluny est lieutenant du bailli d'Autun, Guillaume II est châtelain du château ducal de Rivaux, et Jean de Cluny est garde des sceaux de la chancellerie. Donc vous voyez qu'ils sont bien implantés dans la notabilité authunoise à la fin du Moyen-Âge. Alors je vous ai mis ici une vue du quartier Marchaux, donc au début de la Renaissance, donc sur une vue publiée par Pierre de Saint-Julien de Balleur, donc au XVIe siècle, que vous connaissez sans doute. Alors, on suit assez bien la transmission de l'hôtel de Cluny dans la famille de Cluny jusqu'au XVIe siècle, à un moment où cette famille de Cluny va vendre son hôtel particulier à un dénommé Édouard Bollon d'Autun. Puis ensuite, dans les archives, on suit assez bien les différents propriétaires de l'hôtel de Cluny jusqu'à son rachat par la ville d'Autun au XVIIIe siècle, en 1707. Et puis la ville d'Autun va garder la propriété du bâtiment dans son ensemble pendant environ un siècle. Et elle va le revendre en 1805. En fait, elle va revendre le logis, donc la partie rectangulaire, mais elle va garder la propriété de la tour. Je vous en reparlerai parce que vous allez voir qu'en fait, on voit des traces de ce changement de propriétaire dans le bâti actuel de l'édifice. Alors, je vais maintenant vous présenter les résultats de notre étude archéologique. Donc tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu observer dans les sondages qu'on a réalisés autour de l'édifice des traces de l'occupation antérieure à la construction de cet hôtel de Cluny. Alors déjà, on a pu trouver de manière résiduelle plusieurs objets de la fin de l'Antiquité, notamment cette monnaie que vous voyez ici à l'écran, qui est une imitation d'une monnaie du IVe siècle, enfin une imitation d'une monnaie de Constance II ou Constance Gall, qui a pu circuler dans la seconde moitié du IVe siècle. Puis on a trouvé plusieurs tessons de céramique antique. Alors le problème, c'est qu'on n'avait pas les niveaux de l'époque antique. En fait, ces objets étaient en position secondaire dans des remblais plus récents, dans des niveaux de l'époque médiévale, au fond de nos sondages. Mais ça prouve quand même qu'on a une occupation, comme je le disais tout à l'heure, de ce quartier à la fin de l'Antiquité. Également, on a pu trouver des traces de l'occupation médiévale antérieure à la construction de l'hôtel, notamment, vous voyez ici à droite, plusieurs scories de réduction du fer. Et donc ça atteste d'une activité artisanale de métallurgie à proximité de l'hôtel, mais malheureusement, du fait de la taille de nos sondages qui était quand même assez réduit, enfin en tout cas dans ce sondage au pied de la tour Marchaux, on n'a pas pu trouver les structures artisanales en place associées à ces scories. Alors ensuite, cet hôtel particulier, il va être construit, en fait maintenant on peut affirmer que cet hôtel semble construit au cours du XIVe siècle. Alors tout d'abord, on a plusieurs mentions archivistiques d'un hôtel de la famille de Cluny dans le quartier Marchaux à partir des années 1365-1368. En 2018, une datation dendrochronologique du bois de la charpente de l'hôtel particulier, donc que vous voyez ici à gauche, a été réalisée. Et ça a permis de dater les pièces de bois les plus anciennes de cette charpente de l'année 1339. Alors je m'excuse pour la lumière de la photo, vous voyez qu'il y a une lumière verte, en fait vous comprenez que ça vient de cette bâche que vous voyez juste ici, qui donne cette lumière verte à toutes les photos des combles, malheureusement. Donc voilà, datation de la charpente de 1339, et puis dans nos sondages archéologiques, au pied du logis de Cluny, on a pu voir que les fondations du bâtiment venaient recouper des niveaux qu'on a pu dater du XIIIe, début XIVe siècle. Donc vous voyez que ça recoupe bien ces datations. Et puis au cours de l'étude archéologique du bâti, on a pu réaliser
plusieurs prélèvements de mortier dans les maçonneries qui nous semblaient les plus anciennes. Et on a obtenu, pour une des maçonneries qui nous semblait les plus anciennes, une date entre 1302 et 1368 par carbone 14. Donc voilà, vous voyez qu'on a quand même plusieurs éléments qui nous permettent de penser à une construction de cet autel autour des années 1340. Alors, à l'origine, on peut se poser la question à quoi ressemble cet autel. Alors, tout d'abord, il faut imaginer que la tour Marchaux n'existe pas dans les premières phases de construction de cet autel, puisqu'elle a été rajoutée dans la phase de construction suivante que je vous présenterai. Elle date du XVe siècle. Donc, au XIVe siècle, déjà, on n'a pas la tour Marchaux. Et l'édifice devait présenter cette forme quadrangulaire que vous voyez ici sur ces plans. Alors, je précise que pour chaque phase de construction, je vais essayer de vous montrer des plans de l'édifice où se rajoutent les différents ajouts ou les reprises de maçonnerie. Donc là, ici, la couleur bleue est associée à cette phase du XIVe siècle, et puis vous verrez, je vais ajouter des différentes couleurs pour chaque reprise pour que ça soit un peu plus clair. Généralement, le plan du rez-de-chaussée sera à gauche et le plan du premier étage sera à droite. Et quand il y a un seul plan, c'est généralement le rez-de-chaussée, voilà, que ça soit un peu plus clair. Donc, au XIVe siècle, l'édifice devait présenter à peu près la forme quadrangulaire qu'il possède aujourd'hui, mais sans la tour Marchaux. Et il était éclairé au rez-de-chaussée par 3 baies avec un meneau central, dont vous voyez une photographie juste ici en bas à gauche. Et au premier étage, le premier étage était éclairé par 3 grandes baies, sans doute à croisées avec un meneau et un croisillon centraux. Les baies ont bien été conservées, vous en voyez 2 ici sur la photo, mais malheureusement le meneau et le croisillon de ces baies ont disparu pour chacune de ces ouvertures. Alors vous pouvez voir sur le plan qu'on n'a absolument pas d'ouverture sur le mur nord-est au premier étage. Et au rez-de-chaussée, en fait, on a juste une porte qu'on a pu détecter dans nos sondages. Ça se voit encore très bien aujourd'hui, parce que quand on regarde l'hôtel de Cluny depuis la grande rue Marchaux, on voit qu'il y a juste une toute petite fenêtre qui perce la façade, et en fait, cette fenêtre est de datation très récente. On a pu voir qu'elle était en fait construite en béton, donc elle date du XXe siècle ou même du XXIe siècle. Alors pourquoi un mur aveugle sur ce mur nord-est ? Vous vous en doutez sans doute. On imagine qu'à l'époque médiévale, on avait un deuxième bâtiment accolé à l'hôtel de Cluny au nord-est, et donc ça explique pourquoi on n'a absolument pas de fenêtre sur cette façade à l'époque médiévale. Alors ensuite, je vous le disais, on vient ajouter à cet hôtel la tour Marchaux au XVe siècle. On a en fait eu des datations, on peut dater cette tour du XVe siècle tout d'abord grâce à des mentions archivistiques qui apparaissent dès 1412. On trouve des mentions de cette tour Marchaux. Et puis également, en fait, quand on observe les ouvertures, les portes de cette tour, on voit que les décorations des fenêtres correspondent bien à des formes qu'on retrouve au XVe siècle. Également, dans nos sondages archéologiques, on voit très bien, en fait, on a pu faire un sondage, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, à l'angle entre la tour et le logis de Cluny. On voit très bien que les fondations de la tour viennent se greffer contre les maçonneries du logis. Alors cette tour, en fait, elle sert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de tour d'escalier pour desservir les étages du logis de Cluny. En fait, une grande partie de cette tour est occupée par un vaste escalier en vis monumental. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visiter cette tour au cours des journées du patrimoine. Et en fait, cet escalier dessert le premier étage et desservait à l'origine le niveau de comble du logis. Et puis ensuite, au sommet de l'escalier, on accède à une pièce au sommet de la tour. Et ensuite, on peut accéder à un deuxième étage et au niveau de comble grâce à l'escalier que vous voyez ici en encorbellement, donc qui sert à desservir les étages supérieurs de cette tour. Alors vous avez ici notamment sur la photo centrale la porte qui donnait accès à l'origine au premier étage de l'hôtel de Cluny depuis la tour Marchaux. Alors là, au cours du XVe siècle, donc, en fait, on assiste grosso modo à une monumentalisation du logis de Cluny, puisque, comme je vous l'ai dit, on rajoute cette tour très ostentatoire, mais on vient également percer de nouvelles ouvertures, notamment au rez-de-chaussée. On vient créer une nouvelle porte que vous voyez ici, qu'on a pu détecter en enlevant les enduits sur le mur du rez-de-chaussée.
on voit qu'on a une très belle porte à linteau droit, qui semble dater de la fin du Moyen-Âge et sans doute du XVe siècle, d'après les moulures. Également, on vient rajouter une 4e fenêtre au rez-de-chaussée, qui ne possède pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les fenêtres du XIVe siècle, puisque là, on vient créer vraiment une très grande baie, avec un meneau central et un croisillon. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer de très belles photos de cette fenêtre, parce qu'elle est bouchée à l'intérieur, on ne voit plus que les pieds droits, et à l'extérieur, en fait, on a un petit bâtiment qui est venu se boucher la porte. Donc en fait, maintenant, on peut percevoir uniquement les pieds droits de cette porte de part et d'autre de ce bâtiment. Et puis, on vient également créer une nouvelle porte qui donne accès au rez-de-chaussée. C'est ce que vous voyez sur la photo au-dessus. Donc une très belle porte moulurée avec ce beau linteau en accolade. Et puis, à l'intérieur de l'édifice, dans nos sondages, on a pu trouver les traces d'une ancienne cheminée dont on a pu détecter le conduit de cheminée et puis les traces de la hotte. Alors cette cheminée, elle semble reprendre les maçonneries du XIVe siècle, et donc on serait tenté d'y voir justement un ajout de cette phase de travaux du XVe siècle. Alors malheureusement, les pieds droits et le manteau de la cheminée n'ont pas été conservés, mais je vous ai mis cette image réalisée par Eugène Viollet-le-Duc pour vous donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler une cheminée à la fin du Moyen-Âge. Alors également, il y a un élément qui pose question sur la tour Marchaux. Je ne sais pas si vous pourrez bien le voir sur la photo. En fait, vous voyez que cette petite fenêtre sur la photo en haut à gauche vient s'implanter en fait dans ce qui semblait être une grande porte bouchée. Vous voyez de part et d'autre des pieds droits. Et donc on avait sans doute en fait une porte à cet emplacement au premier étage de la tour Marchaux. Alors le souci, c'est que vous voyez que cette porte donnerait sur le vide actuellement. Mais on peut imaginer qu'elle desservait à l'origine une galerie en bois qui longeait le mur pignon de l'hôtel de Cluny. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au Moyen-Âge et qu'on retrouve sur certains édifices. Je vous ai mis juste ici un exemple de ce type de galerie en bois qu'on peut voir sur une enluminure de la fin du Moyen-Âge. Alors pour que ce que je viens de vous présenter soit plus clair pour cette phase du XVe siècle, je vous ai mis cette belle reconstitution réalisée par les élèves de l'école de Chaillot. Ils avaient fait en fait une étude globale du quartier Marchaux entre 2015 et 2016, et ils s'étaient intéressés à l'hôtel de Cluny. Ils avaient réalisé plusieurs vues de l'hôtel de très bonne qualité. Donc, vous reconnaissez sur la façade les baies du 14e, donc vous voyez les 3 petites baies au rez-de-chaussée, ces 3 grandes croisées au premier étage. Et puis ici en bas à droite, alors, normalement vous devez voir ma souris, mais je ne sais pas si vous la voyez très bien. Vous voyez cette grande baie donc, que j'interprète comme un ajout du XVe siècle qui vient se rajouter ici. Et puis, ce qui doit également vous sauter aux yeux, c'est que vous voyez que le toit de la tour Marchaux au XVe siècle n'est pas du tout celui qu'on connaît actuellement. À l'époque médiévale, la tour devait présenter ce toit conique, qui est assez classique pour cette époque. Le toit qu'on voit aujourd'hui, en fait, est un ajout du XVIIIe siècle, sur lequel je reviendrai. Alors ensuite, on perçoit à travers nos sondages réalisés sur les maçonneries plusieurs reprises du début de l'époque moderne, mais qui sont assez difficiles à dater puisque on n'a pas vraiment d'éléments caractéristiques comme des moulures qui correspondent à une période donnée, et les prélèvements de charbon qu'on a fait sur certaines de ces maçonneries n'ont pas donné de bons résultats. Enfin, les résultats n'étaient pas assez probants. Donc malheureusement, on n'a pas de datation très précise pour ces éléments, mais on a quelques ouvertures bouchées qu'on retrouve dans certains sondages qui semblent grosso modo dater du début de l'époque moderne, puisqu'ils viennent recouper des maçonneries médiévales et ils sont eux-mêmes recouverts ou recoupés par des maçonneries du XVIIIe, XIXe siècle. Alors notamment, on a un élément assez intéressant qu'on retrouve dans tout l'édifice, et on a un enduit peint, avec une bande sombre en partie basse et une bande claire en partie haute, qui vient recouvrir en fait les maçonneries de l'édifice sur les 3 étages, enfin, au rez-de-chaussée, au premier étage et au niveau de comble. Et cet enduit, il vient vraiment recouvrir les maçonneries médiévales, et comme je vous le disais, il est recoupé en fait par des murs ajoutés au XVIIIe siècle. Alors également, on a pu, vous l'avez vu tout à l'heure, réaliser un imposant sondage
à l'emplacement du parking de la Grande Rue Marchaux, donc au pied de la façade de l'hôtel de Cluny. Et ça a permis de mettre au jour une ancienne cave qui était comblée en fait par des remblais de démolition de la maison qu'occupait cet emplacement jusque dans les années 80. Les Authunois s'en souviennent peut-être, mais en fait on avait une maison à l'emplacement de ce parking jusque dans les années 80. Et cette cave, la voûte de cette cave semble dater de l'époque moderne. En fait, on a des remplois de blocs médiévaux dans la voûte qui nous incitent à la dater donc postérieure à l'époque médiévale. Mais les murs de cette cave semblent plus anciens que la voûte qui vient se greffer sur ces murs. Donc en fait, on a peut-être une cave de l'époque médiévale. Donc ça confirme un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on avait sans doute un édifice accolé à l'hôtel de Cluny, donc à la fin du Moyen-Âge. Puisque là, juste pour que ça soit plus clair, on est contre ce mur aveugle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ensuite, au XVIIIe siècle, je vous évoquais tout à l'heure que la ville avait racheté l'hôtel de Cluny en 1707, et elle va transformer ce bâtiment en caserne, elle va l'intégrer dans un ensemble de bâtiments plus vastes, donc qui servent de caserne à la ville d'Autun, dont vous avez un plan juste à droite. Vous reconnaissez l'hôtel de Cluny au centre du plan, donc avec cette tour Marchaux polygonale. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce plan, on voit que l'hôtel de Cluny est mentionné comme écurie. Alors, on a pu retrouver plusieurs niveaux de sol qui semblent se rattacher à cette phase des 18e, 19e siècle. Vous voyez ces deux beaux sols pavés, donc un à l'extérieur de l'édifice et puis un au rez-de-chaussée de l'édifice. Et les sols pavés qu'on a pu trouver, notamment à l'intérieur, correspondent bien à ce qu'on peut attendre d'un sol d'écurie. Et puis on avait des tessons de céramique des 18e, 19e siècle posés sur ce sol. Donc on a sans doute le sol de cette phase de construction. Également, au 19e siècle, comme je vous le disais tout à l'heure, la ville va revendre le logis de Cluny, mais garder la propriété de la tour. Et donc, comme le bâtiment est divisé entre deux propriétaires désormais, on vient boucher tous les accès qui se faisaient en fait entre la tour et l'hôtel de Cluny. Vous avez quelques exemples ici. Donc, en haut à gauche, vous avez une porte au rez-de-chaussée, qui est juste ici sur le plan, c'est ce bouchage en brun que vous voyez ici. La porte qui donnait accès à cette cour au rez-de-chaussée est également bouchée. Et puis là, la photo en haut à droite, c'est une porte qui donnait à l'origine accès au comble de l'hôtel de Cluny depuis la tour Marchaux. Donc voilà, donc assez logiquement, comme on a deux propriétaires différents, on vient boucher tous les accès entre la tour et le logis. Alors également, à l'intérieur de l'édifice, on vient rajouter deux imposants murs de refend que vous voyez ici sur le plan, et dont vous avez une photo ici en haut à gauche. Et puis on vient ajouter une petite annexe quadrangulaire contre l'angle sud du logis. Donc c'est la photo que vous avez en bas. Et c'est cette annexe qui vient boucher la belle fenêtre du 15e dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, comme je vous l'évoquais précédemment, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, on vient modifier la toiture de la tour Marchaux, puisqu'en fait on a ramené une horloge qui était jusqu'à présent placée sur une des portes du quartier Marchaux. En fait, cette porte a brûlé à cause d'un orage à la fin du XVIIIe siècle, et donc on vient récupérer cette horloge, on l'installe au sommet de la tour Marchaux, et on en profite en fait pour refaire la toiture qui adopte cette forme de dôme surmonté d'un campanile qu'on lui connaît aujourd'hui. Et puis vous voyez à gauche des vues de cette toiture depuis l'intérieur de la tour. Et puis finalement, les derniers ajouts qu'on peut observer sur l'édifice, c'est la séparation du logis de Cluny en deux habitations séparées. On vient couper l'édifice en deux avec la création de cloisons qui séparent cet édifice. Et surtout, on vient créer des circulations verticales qui permettent de desservir les différents étages de l'édifice indépendamment. Ce qui est intéressant, c'est que le niveau de comble n'a pas été aménagé de la même manière pour les deux parties de l'édifice. La partie nord a été aménagée avec des chambres, avec des murs en placo, dont vous voyez une photo ici, alors que la partie sud, elle, est restée un peu dans son jus, et on peut voir la charpente, c'était la photo que je vous montrais au début de ma présentation. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le plancher qui a été aménagé pour faire ces chambres, en fait, vient réutiliser des pièces de la charpente. C'est la photo que vous avez en haut à gauche.
En fait, les 2 poutres que vous avez ici, c'est les anciens entrées de la charpente. Donc l'entrée, c'est la pièce horizontale qui soutient la ferme de charpente. Et donc on vient en fait récupérer des parties de cette charpente pour construire ce plancher. Alors, pour conclure, donc vous avez vu que ce bâtiment avait encore conservé une bonne partie de ces maçonneries médiévales, comme j'ai essayé de vous le montrer. Donc, les Autunois connaissent bien le caractère médiéval de la tour Marchaux, mais on ne connaît pas forcément ce qui se cache à l'intérieur de cet édifice qui est au pied de la tour Marchaux. Et puis, vous avez pu voir également qu'on observe également très bien les différentes modifications du bâtiment liées à son changement de fonction et à son changement de propriétaire au cours des siècles. Alors, pour ce qui est des perspectives de recherche sur ce bâtiment, on espère pouvoir poursuivre cette étude quand les travaux de restauration vont débuter, puisque les enduits des façades et les enduits intérieurs du bâtiment devraient être intégralement piquetés, juste pour préciser, c'est la purge des enduits récents. Donc ces enduits devraient être enlevés au cours des travaux, et donc on espère pouvoir observer l'ensemble des maçonneries de manière plus globale, parce que là, les hypothèses que je vous ai présentées, vous avez pu le voir un peu au début, se basent vraiment sur des sondages localisés à différentes parties de l'édifice, mais on a pu passer à côté de certains éléments intéressants. Et donc on espère que l'observation globale de ces maçonneries nous permettra de corriger ou de préciser les hypothèses que je vous ai présentées ici. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop bavard et que c'était clair. Merci Antoine, cet exposé était très clair. Merci. Et donc du coup, il va peut-être susciter quelques questions dans la salle. Dans le projet de réaménagement, est-ce que on pourrait rouvrir des ouvertures du XVe siècle, par exemple, dans la façade? Alors, le projet peut être amené encore à se modifier, mais justement, l'idée de l'architecte, c'était justement de se servir de notre étude archéologique pour essayer de retrouver des anciennes fenêtres bouchées et justement les réouvrir. Alors, ce qu'ils espéraient malheureusement, c'est qu'on retrouve des anciennes fenêtres sur cette façade aveugle, qui possède juste cette fenêtre qui est très récente. Malheureusement, comme je vous l'ai montré, cette façade semble être quasiment aveugle aussi au Moyen-Âge. Mais par contre, vous avez vu que sur l'autre façade, on a des ouvertures bouchées de la fin du Moyen-Âge. Donc oui, effectivement, le projet, l'idée, c'était justement de pouvoir réouvrir des anciennes fenêtres retrouvées au cours des sondages archéologiques. Alors, André Strasberg, je fais le tour. Hop, pardon. C'est juste un petit élément d'information sur la façade aveugle. L'immeuble qui s'y adossait a été démoli même un peu plus tard que dans les années 80. D'accord. Et cet immeuble, cette démolition a été la conclusion d'un procès entamé entre la ville et le propriétaire en 1784. Vous voyez, la justice est longue dans ce pays. Tout simplement parce que cette année 1784, le propriétaire de cette maison reconstruit la façade et ne respecte pas le plan d'alignement donné par l'architecte Boyer de la ville. Il mange 1 mètre sur la voie publique, d'où le procès, qui ne va trouver sa conclusion que 2 siècles plus tard. Alors, la conclusion a eu le tort, naturellement, de démolir cette façade du XVIIIe siècle qui ne gênait plus terriblement, mais surtout de démolir les murs d'Orfand et le mur qui s'adossait au mur aveugle de l'hôtel de Cluny, où il y avait probablement des éléments médiévaux. Voilà. D'accord, je vous remercie. En fait, j'avais cette date des années 1980 en discutant avec les habitants du quartier, mais je n'avais pas ces infos sur ce procès. Est-ce que vous avez d'autres réactions? François. Hop. On est sur des maisons plus récentes que celles que tu étudies habituellement.
Ouais, merci pour merci pour cette belle démonstration d'archéologie du bâti. C'est vrai que pour des antiquisants, on est toujours content de voir des murs et des toits, ce qui est comme rarement le cas dans nos domaines. Je m'interrogeais sur l'absence de murs de refend dans les premières phases, dans un bâtiment qui paraît être quand même d'une certaine envergure. Alors est-ce que c'est faute de données ou est-ce qu'il n'y en a pas, en fait, tout simplement? Alors, en fait, c'est ça. Ça peut être les deux options. Soit on n'a pas vu les arrachements de murs au cours de nos sondages. Hein. C'est possible que déjà, soit ces arrachements de murs médiévaux étaient perturbés par les reprises plus récentes. Hein, notamment, tu avais vu dans les dernières phases, on vient rajouter deux murs très épais au rez-de-chaussée, sans doute au XIXe siècle. Donc peut-être que ça a déjà perturbé les traces qui restaient de ces murs de refend. Mais il est aussi possible en fait que, notamment le premier étage, ait consisté en une grande pièce d'habitation. On trouve quand même des exemples dans d'autres édifices en Bourgogne de ce type d'organisation. Mais c'est possible qu'on n'ait pas pu observer en fait ces traces de murs de refend. Donc là, malheureusement, pour l'instant, on est obligé de rester un peu dans l'hypothèse. Ouais, s'il y a une suite, on verra si voilà. les hypothèses se confirment. Merci.